grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Des défis de plus en plus croissants pour les acteurs humanitaires au Mali, c'est le thème de notre grand dialogue d'aujourd'hui. Sur plus de 433 milliards de francs CFA prévus pour le plan de réponse humanitaire, environ 50 milliards de francs CFA ont pu être mobilisés à la date du 31 juillet, soit un taux de 11%. Des chiffres révélés ce mardi 19 août à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. À ces défis de financement s'ajoutent les défis sécuritaires. Le Mali est considéré comme l'un des pays les plus dangereux pour les acteurs humanitaires en Afrique. L'insécurité persistante continue d'empêcher les acteurs humanitaires. Comment mobiliser des fonds face à l'accroissement des besoins en assistance? On en discute dans ce grand dialogue de Studio Tamani avec nos invités Kani Elisabeth Sogoba, coordinatrice de la communication de prévention du CICR, Comité international de la Croix-Rouge, Hamidou Sido Moussa, expert en transfert monétaire de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Je suis Moussa Malé Sissoko à la présentation. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus une fois de plus. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, je vous invite à suivre ce reportage de Lala Diara Touré sur la journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée ce 19 août 2025 à Bamako. L'édition 2025 de la Journée mondiale de l'aide humanitaire était placée sous le thème « Agir pour l'humanité ». Le coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali, Kassim Diagne, explique les raisons de ce choix. Premièrement, parce que la communauté humanitaire souhaiterait tirer la sonnette d'alarme. L'aide humanitaire, sous toutes ses formes, manque encore cruellement de financement alors que les besoins se multiplient. Et deuxièmement, les civils et les humanitaires sont pris pour cible en flagrante violation du droit international humanitaire. La ministre de la Santé et du Développement social, Assaba Diallo Touré, reconnaît les efforts menés par les acteurs humanitaires. C'est là, malgré les sous-financements et le contexte opérationnel difficile, dit-elle. Cette année, alors que notre pays continue à relever de nombreux défis, l'aide humanitaire reste essentielle pour apporter le secours et le réconfort aux populations touchées et déplacées. L'État malien s'attache à créer un environnement favorable au déploiement efficace de l'assistance humanitaire en veillant à ce que l'aide parvienne aux populations les plus vulnérables. Cette année, à la date du 31 juillet, les humanitaires ont été ciblés par plus de 40 attaques et en fait 2 morts et 5 agents enlevés, selon le coordinateur résident des Nations Unies. Reportage signé Lala Diara Touré. Alors, Hamidou Sido Moussa de la FAO, comment se présente aujourd'hui la situation humanitaire au Mali? Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités sur ce plateau du studio Tamani. Et bon, comme vous l'avez déjà dit en introduction, moi c'est Hamidou Sido Moussa, je suis expert en transfert monétaire et je travaille pour la FAO ici à Bamako. Donc le contexte humanitaire au Mali, il est vraiment préoccupant. Donc c'est vraiment un contexte qui est marqué par des crises multiples, comme vous le savez déjà, les conflits armés, les déplacements des populations, l'insécurité alimentaire, sans oublier aussi les chocs climatiques. Et il faut le rappeler, en 2025, par rapport aux besoins qui sont identifiés pour apporter une réponse humanitaire dans le plan de réponse humanitaire au Mali, seulement 10% du montant a pu être mobilisé. Seulement 11% du montant a pu être mobilisé. Donc ça, c'est une situation préoccupante. Et surtout que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a observé le retrait d'un des bailleurs stratégiques et important qui est l'USAID. Donc tout ça fait en sorte que la situation humanitaire est vraiment préoccupante. Là, c'est un contexte général. Et je parle vraiment de l'humanitaire de façon globale. Pour parler maintenant du mandat de la FAO qui est la sécurité alimentaire, je m'en vais quand même vous citer quelques chiffres qui sont spécifiques à la sécurité alimentaire. Donc une personne sur 6 est en situation d'insécurité alimentaire au Mali et 2,9 millions de personnes sont dans le besoin de manière globale.
et pour un budget requis de 255 millions de dollars américains, avec une réduction de 6% par rapport à l'année précédente. Et 2,3 millions de personnes sont ciblées, mais seulement 752 000 ont été assistés à la date du 31 juillet 2025. Merci beaucoup. Kani Elisabeth Sogoba, d'après Amidou Sido Moussa, plus d'1,5 million de personnes sont en insécurité alimentaire. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Il faut dire que la situation au Mali, c'est que le Mali fait face à une crise multiforme dont les besoins aussi sont grands et multiformes. Donc, parmi ces besoins qui ont été mentionnés, le frère Moussa a mentionné les besoins en sécurité alimentaire. Mais il faut dire que les besoins ne se limitent pas uniquement qu'à ça. On a aussi des communautés qui manquent d'un accès à l'eau potable, des communautés qui ont besoin d'avoir accès aux soins de santé. Donc, sans vraiment nous baser sur des chiffres qui sont spécifiques, mais quand on prend en compte les chiffres tels que formulés par OCHA, nous savons que les besoins sont multiples, les besoins sont grands et les personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire aussi ont augmenté alors que le financement est en train de s'amenuiser. D'accord. Alors, Madame Kani Sogoba, quelles sont les zones les plus touchées par cette crise humanitaire au Mali? Pour ce qui concerne le CICR qui est le Comité international de la Croix-Rouge, il faut préciser que les zones d'intervention du CICR sont les zones qui sont les plus affectées, les plus touchées par le conflit armé et les autres situations de violence, compte tenu d'un autre mandat qui s'applique dans les situations de conflit armé et autres situations de violence. Donc, les régions du nord et du centre sont vraiment touchés par les situations de conflits armés, de violences armées qui se déroulent au Mali. Mais n'oublions pas que le conflit, depuis quelques moments, s'est vraiment déplacé du nord au centre. Et on n'oublie pas que toute la région de Kay, les régions de Sikasso aussi sont impactées par les situations de violence qui se déroulent ici au Mali. D'accord. Alors, est-ce que, Monsieur Amidou, est-ce que vous avez rencontré le même constat aussi? Oui, je crois que c'est le même constat parce que, comme vous le savez, la FAO intervient non seulement au nord, mais également au centre du pays, comme la collègue l'a si bien dit. Et c'est une situation que nous constatons de plus en plus. Par exemple, quand même, il n'y avait pas des attaques régulières au niveau de Kay. Et il n'y a pas trop longtemps, et comme vous le savez, je ne saurais estimer avec exactitude. Il y a eu des attaques, je crois, même au sein de la ville de Kay. Donc, ça veut dire que le conflit est en train, moi, je dirais, de se répandre. Je dirais de se répandre parce qu'il est toujours au nord, mais il est en train également de prendre de l'ampleur vers d'autres régions du pays. D'accord. Alors, comment se passe la coordination avec le gouvernement? La coordination avec le gouvernement, comme vous le savez, pour nous, la porte d'entrée, c'est vraiment le ministère de l'Agriculture, car nos interventions sont orientées vers tout ce qui est alimentation et agriculture. Donc la collaboration se passe bien. Tout ce que nous faisons, tout projet qui est conçu par la FAO est toujours revu par le gouvernement. Il est toujours aussi signé, je dirais, par le gouvernement avant sa mise en œuvre. Et en plus, tout ce que nous menons comme intervention sur le terrain, c'est vraiment avec la partie gouvernementale. Nous signons des protocoles donc, dans lesquels ils jouent un rôle central du début et jusqu'à la fin du projet. Donc, je dirais que le gouvernement est partie prenante de toutes les interventions de la FAO au Mali. D'accord. Kani, il en est de même pour vous aussi? Il faut dire que, bien vrai que le CICR, son ministère de tutelle, soit le ministère des Affaires étrangères, le CICR entretient
une très bonne collaboration avec les autorités nationales, notamment à travers le ministère de l'Agriculture, puisque nous avons des programmes en soutien à la résilience, à travers également le ministère de l'Élevage et de la Pêche, puisque nous avons des projets de vaccination du bétail. Donc, nous avons de très bonnes collaborations aussi avec le ministère de la Santé, puisque le CICR soutient les structures de santé, hôpitaux et certains SESCOM qui se trouvent dans les régions du Nord, Gao, le CCRF de Kidal, mais aussi l'hôpital régional de Mopti. Donc, pour le CICR, il est crucial, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, d'avoir une collaboration transparente avec les autorités, que ce soit sur le plan national, sur le plan régional, mais aussi sur le plan local. Donc, pour dire que quand nous devons mettre en œuvre un programme, un projet, cela est aussi discuté avec les communautés, parce que nous essayons de recueillir les besoins, nous faisons des évaluations et c'est sur la base de ces évaluations que nous discutons aussi avec les services techniques habilités et nous mettons en œuvre les différents projets et programmes en vue de soulager les souffrances des personnes qui sont affectées. D'accord. Amidou Sido, les inondations ont fait aussi des victimes. L'insécurité favorise les déplacements des populations vers des zones plus sûres. Aujourd'hui, quels sont les besoins de ces personnes les plus vulnérables? Oui, là, je m'en vais citer aussi un peu ce que la collègue du CICR a dit. Elle a bien expliqué que les besoins sont multiformes et divers. Lorsqu'on parle d'inondation, il y a beaucoup de besoins parce que les gens sont contraints de quitter leur maison pour se retrouver dans des situations où ils sont sans abri. Donc, pour moi, il est important qu'ils puissent avoir une assistance en termes d'abri, une assistance par rapport à l'eau, à l'hygiène et l'assainissement, et surtout une assistance par rapport à l'alimentation. Parce que très souvent, quand on parle d'inondation, on voit seulement le côté infrastructure. Alors que il faut comprendre que les champs sont souvent inondés, le pâturage est souvent inondé, ce qui fait que les populations n'ont pas accès à ces moyens d'existence qui leur permet quand même de survivre à leurs besoins. Donc, ça crée carrément un chaos post-inondation parce qu'ils ont reçu une assistance pendant l'inondation, mais après, il n'y a pas de récolte. Ce qui fait en sorte que la situation devient encore plus compliquée à être gérée. Maintenant, pour la FAO, nous sommes en train d'initier des programmes intégrés pour limiter vraiment ces risques d'inondation. Nous sommes dans ce qu'on appelle des actions anticipatoires qui permettent, les actions anticipatoires, c'est toutes les activités qui sont mises en œuvre par la FAO pour créer des alertes en cas d'inondation, pour mieux préparer les communautés à prendre des mesures pour faire face à ces inondations et également les doter des moyens, n'est-ce pas, qui vont les permettre de surmonter les effets de ces inondations. Donc, par exemple, au niveau de la région de Tombouctou, actuellement, la FAO est en train de conduire des travaux de grande envergure au niveau des 3 plaines, notamment Amadia, Koriomé et Daï, où nous assistons les bénéficiaires à faire des digues, à faire des curages de canaux pour les permettre de limiter en tout cas les risques d'inondation qu'ils ont connus l'année passée en 2024. Bien avant l'hivernage. Bien avant l'hivernage. Alors, Kani, comment vous, au niveau de CICR, vous recensez les besoins de ces personnes vulnérables? Ok. Je ne sais pas si la question c'est en lien avec les inondations. Oui. Voilà, mais juste mentionner qu'au niveau du mouvement de la Croix-Rouge, le mouvement de la Croix-Rouge, c'est une grande famille qui a plusieurs composantes, dont la Croix-Rouge malienne qui est située à Djelibougou et qui d'ailleurs a fêté ses 60 ans aujourd'hui. Donc il faut dire que c'est vraiment la Croix-Rouge malienne qui a le soutien du CICR, mais aussi de la 3e composante du mouvement qui est la Fédération internationale, qui a vraiment
ce mandat et cette mission, ce rôle de pouvoir assister les personnes qui sont affectées par les catastrophes naturelles, dont les inondations dont nous mentionnons tout de suite. Et il faut dire que par rapport à ça, il y a juste quelques semaines que la Croix-Rouge malienne a organisé un premier forum sur les actions anticipatoires, juste pour dire à quel point le mouvement international de la Croix-Rouge, les autres composantes du mouvement international de la Croix-Rouge, qui sont le CICR et la Fédération, soutiennent la Croix-Rouge malienne, qui est auxiliaire des pouvoirs publics afin de mieux assister les populations maliennes, les communautés maliennes qui sont affectées ou qui peuvent être affectées par ces situations de catastrophes naturelles et d'inondations. Et par rapport à la Croix-Rouge malienne que le CICR soutient pour faire face aussi à de telles situations, il faut dire qu'il y a plusieurs actions qui sont en place, et dans les abris, dans tout ce qui concerne aussi l'accès aux soins, parce que nous n'oublions pas que pendant les situations de catastrophes naturelles, il peut aussi y avoir des maladies hydriques. Donc pour ça, la Croix-Rouge malienne travaille aussi dans ce domaine pour apporter son soutien. C'est juste pour préciser, apporter ces quelques éléments. Merci. Précision détail. Alors, Kani, comment s'explique la réduction des fonds aujourd'hui? Très bonne question. Il faut dire que le secteur humanitaire est vraiment impacté par la réduction de financement. Et c'est vrai que le frère Moussa a mentionné le retrait d'un acteur de taille qui est l'USAID, ce qui a aussi amené le fait que les structures ou encore les organisations qui recevaient un soutien de ce partenaire-là ne peuvent plus continuer à mieux soutenir les communautés qui sont affectées. Et par rapport au CICR, juste préciser que le CICR a plusieurs leviers pour mobiliser les ressources financières afin de mener à bien ces activités. Et nous avons une contribution, nous recevons des contributions volontaires des États, des sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, mais aussi d'autres organisations qui soutiennent vraiment les activités du CICR. Et juste préciser que, contrairement à certaines autres organisations, le CICR, en fait, n'était pas financé par l'USAID. Donc, nous, nos différents leviers de financement, même si nous sommes impactés par la réduction du financement parce que les pays réduisent leur aide au secteur humanitaire. Merci. Et donc, ce qui fait que le CICR aussi, forcément, nous sommes impactés. Mais on peut dire qu'on arrive à s'en sortir et cela pousse pas uniquement le CICR, mais les autres acteurs humanitaires à mieux recentrer les activités et à une meilleure aussi priorisation de l'assistance. D'accord. Alors, Hamidou Moussa, face à la réduction de mobilisation des fonds par les partenaires, comment vous gérez la situation au niveau de la FAO? Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment une question qui préoccupe beaucoup le monde humanitaire, je dirais, et de manière générale. Donc, pour la FAO, cette situation, en tout cas, du retrait des partenaires stratégiques, vous l'avez cité, tels que l'USAID, mais il n'y a pas que l'USAID, il y a aussi d'autres partenaires qui se sont retirés pour des raisons diverses. Donc, au niveau de la FAO, comme vous le savez, nous sommes co-lead du cluster sécurité alimentaire. Et en tant que co-lead du cluster sécurité alimentaire, à l'interne d'abord au sein de la FAO, nous étions obligés de revoir nos cibles en termes de bénéficiaires à atteindre dans notre plan de réponse humanitaire 2025. Donc, on était obligé de revoir la cible à la baisse parce que les moyens mobilisés et même en cours de mobilisation ne nous permettaient pas d'atteindre la cible. Donc, en plus de cela,
nous avons adhéré aussi à un exercice de priorisation du cluster sécurité alimentaire qui l'a conduit avec tous les acteurs qui interviennent dans la sécurité alimentaire, qui nous a amené à vraiment revoir carrément la stratégie d'intervention. C'est-à-dire au départ, il y a ce qu'on appelle l'intervention pour sauver des vies, qui est un objectif stratégique du cluster sécurité alimentaire. Il y a aussi un autre objectif stratégique du cluster sécurité alimentaire, qui est l'appui aux moyens d'existence. Donc, le cluster a recommandé de prioriser les interventions qui visent plutôt à sauver de vie que l'appui aux moyens d'existence. Merci, ok. Kani Sogoba, le ministre en charge de l'action humanitaire se sont réunis la semaine dernière à Bamako pour réfléchir à un financement endogène de l'aide humanitaire. Que pensez-vous de l'initiative? C'est une bonne initiative du moment où nous parlons de l'impact de la réduction du financement ou de l'aide aux organisations, aux acteurs humanitaires. Donc, que les États prennent l'initiative de réfléchir à ces différents facteurs, je pense que, et si cela est aussi concrétisé, cela pourrait, disons, soulager un peu les populations qui sont affectées par différentes situations de violence. Et par rapport à ça, il faut dire que c'est important que les États puissent continuer à soutenir, à prévoir le financement nécessaire aux activités humanitaires, puisque nous avons parlé ici depuis le début de l'émission que les besoins sont multiformes, les besoins sont divers et on a une augmentation croissante des besoins. Donc, important de continuer à mobiliser les fonds nécessaires pour soutenir l'action humanitaire. D'accord, les besoins sont multiples, les besoins sont multiformes. Alors, Hamidou Moussa, est-ce que cette initiative est réaliste? Oui, pour moi, c'est vraiment réaliste parce que en première ligne d'intervention, moi je dirais que c'est vraiment le gouvernement qui est en première ligne d'intervention. C'est vraiment, je dirais, c'est vraiment une activité régalienne de l'État. C'est vraiment le rôle de l'État d'apporter un soutien aux populations qui sont dans le besoin. Mais vu que l'État aussi n'a pas des moyens importants, donc les humanitaires viennent en appui au gouvernement pour lui permettre de remplir cette fonction. Donc pour moi, c'est une initiative qui est très bien, comme elle l'a dit. Il faut travailler ensemble avec le gouvernement, avec les agences des Nations Unies, les ONG nationales et internationales pour s'adapter au contexte et revoir carrément les stratégies. Alors, en plus du défi de financement, quels autres défis les humanitaires sont confrontés ou l'assistance humanitaire est confrontée? En plus du défi du financement, je mentionnerai également le défi sécuritaire. Comme vous le savez, pour intervenir dans une zone, on a besoin forcément d'avoir accès à cette zone. Et voilà, il faut aussi se sentir en sécurité pour pouvoir bien mener les activités. Et de plus en plus, on a des zones qui deviennent accessibles. Des progrès ont été faits. Hein. Il y a des zones aussi qui sont devenues accessibles. Par ailleurs, il y a des zones qui deviennent aussi inaccessibles. Mais nous, en tant qu'humanitaires, on s'est dit que, quel qu'en soit le contexte, nous devrons nous adapter. Voilà pourquoi des organisations comme la FAO travaillent avec des acteurs locaux, tels que les ONG nationales, qui ont des fois qui sont plus acceptés dans certains contextes. Donc, on travaille avec eux dans des zones où nous ne parvenons pas à aller. On travaille avec ces ONG-là, on renforce leurs capacités, et que ce soit les capacités financières, et également les capacités opérationnelles pour les permettre de faire des interventions de qualité. D'accord. Alors, Kani, est-ce que ces obstacles aujourd'hui entravent les capacités des acteurs à fournir de l'aide aux populations vulnérables? Oui, il faut dire que l'accès est très important pour les acteurs humanitaires
afin de pouvoir délivrer la meilleure assistance. Et si les acteurs humanitaires n'ont pas un accès sécurisé, ce qui demeure quand même un défi, cela voudrait dire que les personnes qui se trouvent dans des localités qui sont reculées, où souvent beaucoup d'autres acteurs humanitaires ne peuvent pas y aller, ces personnes-là vont se voir privées de l'aide humanitaire. Donc, alors que les questions d'accès reposent aussi sur la confiance. Donc, ce qui veut dire que les acteurs du conflit doivent faciliter l'accès aux communautés. Donc, il s'agit d'un accès physique. C'est vrai que le CICR, on peut dire que grâce au dialogue bilatéral, mais aussi au respect du principe de la neutralité, le CICR, on peut dire que nous avons un accès quand même qui est assez qui est acceptable, pour ne pas dire privilégié par rapport aux autres organisations humanitaires. Donc c'est ce dialogue neutre qui nous permet, nous, d'accéder aux populations qui sont affectées. Mais j'aimerais juste mentionner qu'en plus du défi qui concerne l'accès physique, il y a aussi le défi d'accès à certaines communautés qui sont, ou certains groupes de personnes, telles que les femmes, qui sont importants. Parce que c'est important que leurs besoins aussi puissent être pris en compte dans le cadre de l'évaluation humanitaire. Mais j'aimerais aussi ajouter qu'il y a aussi des défis en lien avec la logistique. Quand je parle de logistique, j'aimerais parler de l'impraticabilité, par exemple, des routes. Nous savons tous qu'on est en hivernage et que cela complexifie encore l'accès des organisations humanitaires aux communautés. D'accord. Alors, Hamidou Moussa, comment aujourd'hui sécuriser les acteurs humanitaires? On a dit l'autre jour, à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, que les humanitaires ont été ciblés par des attaques. Oui, merci. Pour moi, pour vraiment sécuriser les acteurs humanitaires, il y a un certain nombre de dispositions à prendre, notamment le respect des principes humanitaires. La collègue a tantôt parlé de la neutralité, donc il y a d'autres principes que vous connaissez déjà, l'indépendance, voilà, le principe d'humanité, voilà. Donc pour moi, c'est important de respecter ces principes pour la sécurité, c'est-à-dire il faut rester neutre, il faut rester indépendant et il faut être là vraiment pour la mission, c'est-à-dire l'aide humanitaire. Donc en plus de cela, il faut aussi également coordonner mieux les interventions et communiquer nos interventions avec les communautés elles-mêmes, mieux communiquer, qu'ils sachent pourquoi on est là, qu'est-ce que nous faisons. Et voilà, et également les leaders communautaires, qu'ils soient au centre de nos interventions, sans oublier le gouvernement. Par exemple, une mission qui vient dans une zone doit forcément passer par la partie gouvernementale, et au moins expliquer pourquoi elle est là, et qu'est-ce qu'on vient faire, quels sont nos objectifs. Et également le respect des consignes sécuritaires. Donc, chaque organisation a un organe qui gère la sécurité. Il est bien de respecter ces consignes sécuritaires de son organisation de tutelle, mais également les consignes données par le gouvernement. D'accord, ok, c'est noté. Alors, Kani, que ce soit les autorités nationales, les organisations internationales, les partenaires locaux et les communautés, comment impliquer les acteurs pour une meilleure réponse intégrée et coordonnée? Rapidement. Il faut dire que nous l'avons abordé en partie, mais pour une meilleure réponse coordonnée, il faut d'abord que les communautés soient au centre de toute action humanitaire, de toute réponse humanitaire. Et c'est aussi important que les acteurs humanitaires puissent renforcer déjà la communication qui est là. Parce que ça ne sert à rien que tous les acteurs puissent aller travailler dans une seule localité alors que les besoins sont là. On a aussi des communautés qui se trouvent dans certaines localités qui sont peu accessibles ou souvent pas accessibles. Donc une meilleure coordination humanitaire peut être aussi une réponse, mais aussi le renforcement du dialogue avec tous les acteurs qui sont impliqués dans le conflit. Donc, que ce soit les acteurs armés, que ce soit les acteurs de la société civile, donc il faut renforcer vraiment la communication
avec les communautés, avec les différents acteurs impliqués. Alors, Amédée Moussa, comment impliquer les acteurs, tous les acteurs, afin d'avoir une réponse intégrée et coordonnée? Et pour moi, pour vraiment intégrer les acteurs, et vous savez, le projet a un cycle. Donc, il faut s'assurer que dans le cycle de projet, les parties prenantes soient pleinement impliquées. Donc, de l'étape de la conception du projet, comme elle l'a dit, les communautés sont au centre. Et un projet réussi, c'est un projet qui reflète en tout cas la situation de la zone d'intervention. C'est un projet qui répond aux besoins de ces communautés. Et pour répondre à ce besoin, il faut consulter forcément ces communautés. Donc après, c'est vraiment, je l'ai dit déjà, c'est la communication. Il faut communiquer largement sur tout ce que nous faisons avec ces communautés, avec les leaders communautaires et également avec le gouvernement. Parce que des fois, il y a des fois des mauvaises interprétations qui sont faites par rapport à certaines interventions humanitaires, juste parce que nous-mêmes, acteurs humanitaires, nous en sommes responsables parce qu'on ne communique pas des fois assez. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, il faut mettre l'accent sur la communication, il faut impliquer les acteurs locaux. C'est ce qui met fin à cette émission de débat. Grand merci à nos invités, Kani Elisabeth Sogoba, coordinatrice de la communication et de prévention du CICR, et Hamidou Sido Moussa, expert en transfert monétaire de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À la régie vidéo et son, Nouhoum Diré et Gagné Kanté, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Merci pour votre fidélité à nos programmes.